Donc on va commencer cette troisième session qui porte sur les négociations autour du travail. Et alors comme les sessions précédentes, dans les interventions de la table ronde, il y aura à la fois chercheurs, chercheuses et responsables syndicaux. Donc pour ce qui est de la recherche, on va avoir une intervention de Noélie Delahaye, qui est chercheuse en économie à l'IRES et en même temps qui enseigne à l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest à Rennes. Et dont les travaux portent à la fois sur les modes de gestion de l'emploi, les rémunérations, les relations sociales en entreprise, qui interviendra à propos d'un article qui est co-signé avec Anne Fretel et Loïs Petit, qui sont également ici, et qui est en partie lié à un rapport publié par l'IRS en 2021 et un numéro de la revue de l'IRS en 2022 qui était très, très connecté à ces questions-là. Et une intervention aussi de Jérôme Gauthier, qui est professeur à Paris 1, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur aussi au Centre d'économie de la Sorbonne, dont les recherches portent sur le salaire minimum, les politiques de l'emploi, les transformations du travail, et qui préside notamment le conseil scientifique de Pôle emploi, et qui interviendra... Ah oui, c'est plus Pôle emploi, mais j'ai repris ce qui avait marqué, c'est un peu daté, et qui interviendra sur le Lean et le dialogue social. Et on aura ensuite deux interventions de responsables syndicaux, donc Véronique Déaguillard pour l'UNSA et Charles Parmentier pour la CFDT. Voilà, et donc je ne sais pas qui veut commencer. Je ne sais pas, il y avait un nombre, peu importe. C'est bon. Alors, donc, bonjour à tous, je suis particulièrement toujours heureux d'intervenir à l'IFST. C'est toujours très impressionnant parce qu'il y a les deux figures du commandeur. Il y a Jacques Fressinet et juste il y a la photo de Marcel David qui est notre père à tous et qui était le fondateur de cet institut. Et j'en profite pour saluer aussi nos amis de l'Institut du travail de Strasbourg qui sont présents. Et voilà, qui doivent beaucoup aussi à Marcel. Alors, juste sur le Lean, donc c'est à partir d'une recherche qui a été faite dans le cadre d'un contrat européen qui portait un peu sur l'innovation et la qualité de l'emploi, qu'on a mené avec un collègue sociologue suédois sur l'innovation donc dans le secteur de l'aéronautique. Et assez vite, on a été confronté à dire, voilà, c'est pas seulement les innovations évidemment technologiques, mais plutôt technico-organisationnelles. Et dans la perspective comparative, on a essayé de voir ce qui se passait dans les deux. Alors, je ne vais pas revenir sur le Lean lui-même, mais ce qui nous a frappé, c'est qu'on était dans une période, alors qu'elle avait commencé beaucoup plus tard que dans l'automobile, mais quand même au cours des 10 dernières années, d'implantation du Lean dans l'aéronautique, dans les deux pays. Donc, dans les deux pays, le Lean revenait beaucoup dans les discours, etc., avait beaucoup marqué les deux pays, les transformations organisationnelles, mais ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, le Lean était appliqué de façon assez différente dans les deux pays. Non seulement la façon dont il avait été introduite, mais aussi la façon dont il fonctionnait. Hein, le Lean, c'est beaucoup aussi de recettes, de procédures. Donc le Lean, en gros, c'est le juste à temps, la réactivité, la concentration sur le zéro délai, zéro défaut, zéro stock, etc., etc. Et donc c'est beaucoup aussi de procédures, de recettes un peu toutes faites, mais avec lesquelles on peut prendre plus ou moins de distance. Et c'est vrai qu'en France, on prenait beaucoup moins de distance. Peut-être qu'on avait une lecture un peu plus littérale. Et en gros, voilà, ce qu'on a constaté, c'est qu'en France, on avait une application très technocratique. Hein, c'est vraiment le mot qui nous est venu en tête du Lean, alors qu'on avait une approche beaucoup plus pragmatique et s'inférant dans une toute autre tradition d'organisation du travail en Suède. Alors je ne vais pas développer cet aspect-là, parce qu'on est ici plutôt pour parler de la négociation collective, mais on s'est ensuite focalisé dans les interprétations de dire, ben voilà, ce qui nous interpelle, c'est les différentes formes de management et puis les différents rôles des organisations syndicales dans les deux pays. Alors sur les formes de management, on en a beaucoup parlé ce matin, et Bruno est revenu là-dessus, donc je ne reviendrai pas sur la tradition française du management justement technocratique, etc. Moi, ce qui m'a frappé dans nos résultats, c'est pas tant la nouveauté du côté français, ni du côté suédois d'ailleurs, mais c'est au contraire des extraordinaires permanences. C'est-à-dire que sur le terrain, je me suis dit, mais c'est dingue, ça me rappelle mes cours de sociologie du travail d'il y a 30 ans, et donc je suis allé revenir directement dans l'extrême, même Crozier. C'est bien pour une fois qu'il y a des trucs qui vieillissent pas. Oui, voilà, qui vieillissent pas trop. Bon. Et c'était très frappant de ce point de vue-là. Et donc, une vision vraiment très top-down, etc. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter là-dessus. La façon dont on a implanté le Lean, c'était assez fascinant.
et avec très peu, contrairement à la Suède, très peu de consultation en fait des salariés, y compris à des niveaux assez élevés. Hein, des cadres qui me racontaient, mais moi le Lean, on a fait venir des experts de l'automobile, et on nous a envoyés en stage, hein, les cadres, et pour apprendre à ranger notre bureau, c'est-à-dire où mettre la gomme, où mettre le crayon, etc. Parce que c'est une des recettes du Lean, c'est il faut que vous travaillez dans un espace de travail où tout est à sa place, etc. C'est mieux pour se concentrer. Voilà. Bon. Et donc même les cadres des techniciens nous ont dit, mais nous on ne nous a pas du tout consultés, hein, donc c'est pas seulement les opérateurs, mais voilà, donc c'était un peu caricatural. Mais ce qui était intéressant et qui va un peu au-delà des discussions qu'on a vues ce matin, c'est que beaucoup de managers s'apercevaient des limites de ces formes d'organisation du travail et ces formes de management. Bon. Et ce qui m'a frappé, une des premières entretiens que j'ai fait, c'était avec quelqu'un qui avait un titre ronflant de directeur du développement industriel et de l'innovation dans une grosse entreprise de l'aéronautique. Et je me dis, bon, donc, je vais l'interroger, il va me parler d'innovation technique, je vais rien comprendre, etc. Et première chose que me dit le gars, il me dit, bon écoutez, côté innovation technique, je vois rien qui va révolutionner les choses, ni dans les process, ni dans... Bon, voilà. En revanche, moi, mon boulot, c'est de réfléchir aux formes de management. C'est là où il faut introduire des révolutions, des innovations, etc. Et son boulot, malgré son titre, c'était de faire un travail de veille sur ce qui se passait dans d'autres entreprises, sur des formes innovantes d'organisation et de management. Bon, donc c'était quand même assez étonnant. Et ensuite, sur les terrains, ce qu'on a vu, c'est que, effectivement, vous aviez des managers qui réalisaient que ce type de management très top-down, très technocratique, avait ses limites. Mais comment réagissaient ces managers? C'est là que Crozier qui nous disait, mais en France, on peut faire du changement en faisant la révolution. Ben, ils réagissaient selon leur culture managériale, c'est de façon très top-down. Du jour au lendemain, on nous dit, on va tout casser. Bon, mais ça partait d'en haut. Et donc, on va faire l'entreprise libérée. Dans une usine, on va faire l'entreprise libérée. Vous allez élire vos encadrants de premier niveau. On va supprimer les encadrants de deuxième niveau. On vous donne les clés du camion, etc. Je cite. Hein. On va tout casser. Bon. Et tout ça venant d'un manager typique, très ingénieur d'une grande école, typique de ce management très top-down. Donc, voilà. Donc même quand on était avec tout le discours de l'empowerment, on va vous mettre en capacité d'être autonome, etc. Mais ça venait d'en haut. Quoi. Bon. Et de même que du jour au lendemain, on dit mais il faut que les innovations partent d'en bas. Donc on va remettre les idées, etc. Mais on le fait à la française, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire au moins deux ou trois idées par an dans la boîte à idées, etc. Bon, voilà. Alors qu'en fait, on avait supprimé les boîtes à outils. Et donc, il faut que ça remonte. Donc ça remontait, et les opérateurs nous disaient, bah oui, ma prime en dépend, donc je fais 3 idées, mais voilà. Et de toute façon, ça remonte, et comme on n'a jamais eu de retour, de toute façon, bon, voilà. Donc vous voyez, on était dans ces contradictions un peu, dans ces paradoxes. Voilà. Et donc quand même, mais une réflexion, hein, et avec ce discours de l'empowerment, et avec un écart très fort entre des discours et des pratiques, et des tensions au sein aussi de management. Autre anecdote qui m'a beaucoup frappé, excusez auprès de ceux qui l'ont déjà entendu, mais et on voit aussi les enjeux très importants dans ce qui va se passer aussi avec l'implantation de nouvelles technologies, notamment de l'IA. C'était comment on introduit des innovations technologiques et comment on s'en sert pour le management. Une chef de département dans une grande équipe a dit, ben voilà, moi j'ai introduit des tablettes dans mon atelier d'assemblage, etc. Et avec ces tablettes, les opérateurs font du reporting en temps réel. Parce que, évidemment, il faut beaucoup de reporting pour les opérateurs, pour aussi des raisons de sécurité, etc. Et elle me dit, moi, je pourrais utiliser ces tablettes pour calculer des indicateurs de productivité en temps réel, et accroître le contrôle sur le travail. C'est un outil fantastique. Mais je refuse de le faire. Je l'ai fait dans une logique justement d'empowerment, c'est-à-dire pour faciliter le travail de mes opérateurs eux-mêmes, parce que maintenant ils travaillent avec des schémas 3D plutôt que du papier, pour faciliter leur coordination entre eux, hein, donc pour développer de l'horizontal, et non pas pour monitorer d'un point de vue vertical. Il a dit, voilà ça c'est ma conception. Quand j'ai dit ça à un collègue manager, il m'a dit, quoi? Tu fais ça? Mais tu n'es pas une bonne manager, tu ne calcules pas tous les indicateurs, etc. Et on voyait que cette logique qu'on a évoquée ce matin du management par indicateur, elle est très très fortement implantée en France. Un autre chef de département me disait, mais moi mon boulot c'est de contrôler 200 indicateurs, hein. Les nouvelles technologies peuvent ne
que renforcer ça si on reste dans cette culture-là. Bon, alors, voilà pour le management. Juste maintenant, le rôle des syndicats. Là aussi, le rôle des syndicats était très différent dans les deux pays, évidemment, mais alors là aussi, il y a des choses connues. Et pour ça, je me référais un peu à une grille de lecture qui est développée aussi par les collègues à niveau international qui ont fait de la comparaison des relations d'emploi, c'est de dire quelles sont les ressources de pouvoir que peuvent mobiliser les syndicats et quelles étaient les différences finalement entre les syndicats français et les syndicats suédois. C'est-à-dire, et la différence fondamentale au départ qu'on essayait d'expliquer, c'est que les syndicats suédois ont pu peser beaucoup plus sur la façon dont le Lean a été implanté que les syndicats français, en fait. Alors pourquoi parmi ces 4 ressources de pouvoir, il y a d'abord les ressources institutionnelles, c'est-à-dire le fait que le droit, notamment, vous permet d'avoir un rapport de force plus ou moins favorable aux syndicats. Et ces ressources institutionnelles, elles ne sont pas fondamentalement différentes en Suède et en France. Si on rentre dans le détail un peu, mais c'est pas ça qui fait la différence. Deuxième ressource de pouvoir, c'est ce qu'on appelle les ressources de pouvoir un peu structurelles, positionnelles, c'est-à-dire le fait que votre rapport de force en tant que travailleur et en tant que syndicat, c'est le fait que vous travaillez par exemple dans une entreprise qui elle-même est en haut de la chaîne de valeur, donc il y a du grain à moudre et sur lequel vous pouvez faire pression pour redistribuer un peu, améliorer les conditions de travail, etc. Ou vous représentez des travailleurs qui ont une compétence particulière et donc quand il y a des pénuries, ça vous met en position de force, etc. Bon, là aussi, ce pouvoir structurel, c'est pas ce qui fait la différence fondamentale entre la Suède et la France, même si en France, comme on a des salariés un peu plus formés, etc., ça joue un peu, mais c'est pas. En revanche, il y a 2 autres sources de pouvoir qui font la différence. Un, évidemment, ça c'est évident, c'est les sources de pouvoir en termes de mobilisation, ce qu'on appelle le pouvoir associationnel, c'est-à-dire la capacité à mobiliser les travailleurs. Et ça, évidemment, en Suède, avec des taux de syndicalisme de 70%, ce qui était le cas aussi dans l'aéronautique, et en France, avec nos syndicats divisés, même si dans l'aéronautique, et notamment dans les grosses entreprises qu'on a visitées, on a des taux de syndicalisation très élevés par rapport à la moyenne française. Là, évidemment, division et un moindre syndicalisation, ça faisait une différence fondamentale. Mais une autre source de pouvoir sur laquelle un peu moins insisté, mais sur laquelle c'est ce qu'on appelle le pouvoir communicationnel. Alors j'aime pas trop ce terme, mais une étude justement d'une collègue américaine avec qui on a travaillé dans le passé, qui portait sur France Télécom, a dit, et je rebondis sur ce que disait aussi Coralie ce matin, a dit en fait une différence, ça peut être aussi la capacité des syndicats à avoir des ressources d'expertise sur le travail, et c'est revenu plusieurs fois ce matin quand on en parlait, d'avoir une bonne source d'expertise sur le travail, et de pouvoir construire un discours qui va être perçu comme légitime par l'autre partie prenante qui est sur cette question du travail. Et ça, c'est une différence fondamentale entre les syndicats français et les syndicats suédois. Dans une grande mesure, pourquoi ? Parce que les syndicats suédois et LO a une expertise sur ces questions du travail depuis les années 70, depuis le système socio-technique, etc., qui s'est appuyé sur de l'expertise aussi universitaire, voilà. Et LO a développé aussi en interne une expertise sur les questions de travail, d'organisation de travail, de conditions de travail, sans commune mesure, je dirais, avec notre expertise en France. Même si on a dit on le rappelait, quelqu'un de la CGT ce matin disait, mais ça fait déjà une petite vingtaine d'années qu'on s'intéresse à ces questions-là, etc., mais on part avec un retard, et on le fait avec beaucoup moins de moyens. Et là aussi, la division syndicale, à mon avis, joue un rôle important. Et ça, c'était aussi frappant en France et en Suède, c'est-à-dire qu'en France, on est dans alors aussi pour des raisons que rappelait Jacques, de rapport à la cogestion entre guillemets, et de ne pas être pris dans ce qui pourrait être perçu comme la cogestion, mais en Suède, les syndicats interviennent de façon beaucoup plus en amont sur ces questions-là, et avec une très forte expertise, qui fait que les patrons les écoutent. Et ils les écoutent aussi parce qu'ils ont du pouvoir, les syndicats. Je prendrai juste aussi un exemple sur une des entreprises qu'on a étudiées en Suède, où a été implanté le Lean. C'est une petite entreprise. Le patron dit, on va implanter le Lean. Il n'était pas syndiqué. Et là, les syndicats, ou les travailleurs disent, oulala, mais ça va dégrader nos conditions de travail. Donc, hop, du jour au lendemain, les cadres et les ouvriers se sont syndiqués, chacun dans leur syndicat, et poum, du jour au lendemain, plus de 70% de syndiqués. Et là,
les syndicats ont fait venir leurs experts en conditions de travail. Et quand mon collègue suédois interrogeait le patron de cette petite entreprise, il a dit bah ouais, finalement c'est pas mal parce que moi bon, j'ai des interlocuteurs pour parler de ces choses-là et je bénéficie de l'expertise aussi des syndicats qui ont une très forte expertise là-dessus. Alors quand on entend ça en France, évidemment, on rêve un peu. Bon. Mais alors, il ne faut pas non plus avoir une vision complètement irénique du cas suédois, etc. Hein. Le rapport de force aussi joue souvent. Dans l'implantation du Lean, ça n'a pas été toujours simple. Les syndicats voulaient le bloquer au départ et maintenir leur système socio-technique, etc. Mais ils ont été obligés quand même de faire des concessions dans l'automobile, etc. Mais, encore une fois, à la fois leur puissance et leur capacité d'expertise, elles jouent un rôle très important. En France, c'est vrai qu'on n'est plus sur la défensive. Même dans ce secteur très syndicalisé, d'ouvriers plutôt qualifiés, où ben voilà, c'est des secteurs qui payent bien, où les conditions de travail sont quand même beaucoup plus faciles que dans beaucoup d'autres, enfin beaucoup moins difficiles, je dirais, que dans d'autres secteurs. Même dans ces secteurs-là, ce qu'on voyait, c'est que les syndicats étaient quand même plus sur la défensive, c'est-à-dire qu'on attend de voir, c'est au patron de faire ces changements organisationnels, et on attend de voir quelles sont les conséquences, et ensuite on se mobilise pour essayer de contrecarrer ces conséquences. Et on est un peu déstabilisé aussi par ce que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on veut changer les choses en France, je caricature, mais on va d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on dit on va faire l'entreprise libérée. Mais l'entreprise libérée, c'est quoi? C'est aussi contourner les syndicats, parce que c'est faire appel à directement aux salariés, etc. Bon, et comment on l'a fait dans cette entreprise? Le DRH me dit j'en ai pas parlé au CHSCT parce que de toute façon les syndicats les bloquaient. Donc, ils jouaient les travailleurs contre les syndicats, c'est-à-dire, vous voyez, vous les syndicats, vous êtes toujours opposés à tout, regardez les travailleurs, on leur donne du pouvoir, on les consulte, etc., et vous n'allez pas être d'accord. Voilà. Et donc, on est pris dans cette espèce de cercle vicieux en France, qui fait que la négociation collective et le rôle du syndicat ne pas celui qu'on a. Je parlais 15 minutes 30, je vous remercie. Je dois rester à vous. Tu l'avais mis sur le... Ouais. Ah bon, merci. Bon, merci beaucoup. Donc moi je vais dire quelques mots de notre contribution donc, avec Héloïse Petit et Anne Potel. Elle porte sur... PowerPoint, c'est... Il n'y a pas PowerPoint. La souris. Enfin, c'est pas grave s'il n'y a pas de PowerPoint. Je ne sais pas comment désafficher l'ancien. Là, on le voit. Oui, donc notre contribution nous porte sur le rôle de la branche dans la définition des conditions d'emploi et de travail en France. On s'intéresse donc spécifiquement aux droits conventionnels, c'est-à-dire les accords, les conventions collectives avenant négocier au niveau de la branche. Alors, j'introduirai juste le propos en rappelant que la branche a été posée comme pierre angulaire du système de relations professionnelles il y a plus d'un siècle. Son objectif, c'était de produire un périmètre large de régulation allant de la gestion des conditions d'emploi et du travail à la gestion économique d'un secteur, gestion identitaire également d'un secteur ou champ professionnel. Donc c'est vraiment pensé à l'origine comme un moyen de limiter le dumping social. Plus récemment, la branche est apparue être un centre de ressources mis à disposition des entreprises par la production de guides de bonnes pratiques, accords types. L'idée étant d'accompagner les entreprises, en particulier les petites, dans leur pratique de négociation collective ou dialogue social. On l'a vu récemment, le rôle de la branche peut être aussi valorisé dans le débat public. Donc on l'a vu au sortir de la crise sanitaire ou face au retour de l'inflation, où le gouvernement a incité donc les acteurs de branche
à négocier à ce niveau pour répondre à la dégradation des conditions de travail et du pouvoir d'achat des salariés. Et dans le même temps, la branche se trouve questionnée régulièrement, et cela depuis 40 ans, en particulier les lois Auroux de 82, puisque de nombreuses réformes institutionnelles ont cherché à promouvoir le niveau de l'entreprise comme niveau pertinent de négociation. Et d'ailleurs, les ordonnances de 2017 constituent finalement le parachèvement de ce processus. Et ces réformes sont justifiées par plusieurs arguments. Donc d'abord, la branche porterait le risque d'entrave à la concurrence, les accords et conventions collectives imposent des normes salariales à toutes les entreprises d'un même champ professionnel. Elle serait responsable d'un trop long ajustement des salaires face au retournement conjoncturel. Et d'ailleurs, certains économistes ont rendu les négociations de branche responsables d'un trop lent ajustement des salaires, jugé trop tardif à l'occasion de la crise économique et financière de 2008, ou encore les branches ne prennent pas suffisamment en compte la réalité économique des entreprises. Bref, l'idée de ces réformes, c'est qu'il faut négocier au plus près du quotidien des salariés et des employeurs pour mieux prendre en compte les réalités économiques, et donc c'est plus efficace. Alors, pour autant, malgré ces nombreux débats, on ne sait pas grand-chose sur ce que font finalement les employeurs de ce droit conventionnel. Comment ce droit conventionnel influence effectivement les décisions de gestion de l'emploi et de travail. Sur quel thème? Est-ce que l'influence est uniforme d'une branche à l'autre, d'une entreprise à l'autre, etc. Donc c'est un peu ces questions que nous avons tenté de traiter dans ce chapitre pour Que sait-on du travail. Notre analyse donc pour ce chapitre s'appuie sur deux types de sources empiriques. D'abord l'enquête réponse menée par la DARES. Réponse signifie relations professionnelles et négociations d'entreprise. Donc il s'agit un peu de l'observatoire des relations sociales en entreprise en France. Elle porte là sur les pratiques des entreprises entre 2014 et 2016 et on a également conduit des enquêtes de terrain dans deux branches professionnelles, l'une qui est donc la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, et l'autre celle des bureaux d'études, donc deux secteurs très variés. Donc des enquêtes conduites entre 2018 et 2020, ce qui nous a permis de voir les premières appropriations des ordonnances de 2017. On y reviendra si on a le temps en conclusion. J'en viens aux principaux résultats. Donc le premier résultat, donc ce graphique présente la part des employeurs qui déclarent utiliser une convention collective de branche dans la détermination des conditions d'emploi et de travail, donc entre 2014 et 2016. Donc on voit qu'il y a une mobilisation fréquente de la convention collective de branche et sur des thèmes très variés, donc sur les salaires bien sûr, mais aussi sur d'autres thèmes comme le temps de travail, les conditions de travail, formation professionnelle, droit syndical, etc. D'après réponse, ils sont 70 à 88% à mobiliser donc la convention collective de branche au moment des décisions de gestion de l'emploi et du travail. On note aussi que les employeurs sont nombreux, 2/3 d'entre eux, à suivre les recommandations des branches en matière de revalorisation des salaires. Deuxième constat, à partir de notre analyse statistique, on a constaté que le poids de la branche n'est évidemment pas uniforme suivant les secteurs et les entreprises. Donc on observe une pluralité des rôles de la branche, pluralité qui va dépendre tout à la fois, donc je disais, des secteurs, mais aussi des caractéristiques des salariés qui travaillent dans ces branches. On note en particulier que la branche va avoir un poids particulièrement fort dans les secteurs où les conditions de travail sont plus précaires et les salaires plus faibles. Par exemple, donc on a identifié, c'est le rôle principal de la branche, son rôle principal est quand même d'être un filet de sécurité. Et ça, on l'a observé dans des secteurs comme le secteur sanitaire et social, propreté et services associés, donc c'est des emplois plutôt précaires. Pardon. Donc emploi de statut employé, temps partiel, occupé par des femmes, avec des salaires plus faibles que la moyenne nationale,
une proportion de salariés au voisinage du SMIC également très élevée. On note également dans ces établissements des politiques salariales minimalistes, si bien qu'on a un dialogue aussi social plutôt formel ou absent. Donc là, la branche est vraiment utilisée comme un filet de sécurité dans un contexte où les salaires sont susceptibles d'être fréquemment rattrapés par le SMIC, comme on l'a observé dans la branche du nettoyage. On a vu également que dans certains secteurs, elle constitue avant tout un outil de limitation des risques de dumping social. Donc ça concerne 21% des établissements et 23% des salariés. On a observé ce rôle essentiellement dans le secteur du commerce et de l'hôtellerie-restauration. Là, comme dans le profil précédent, c'est des emplois plutôt précaires, plus précaires que la moyenne, statut employé, beaucoup de temps partiel. Un tiers des emplois dans le commerce, par exemple, sont à temps partiel contre 20% en moyenne nationale. Des niveaux de salaire beaucoup plus faibles que la moyenne nationale. À titre d'exemple, dans le commerce, les salariés perçoivent un salaire moyen de l'ordre de 30% inférieur au salaire moyen national. Et donc, de manière logique, une proportion de salariés au voisinage du SMIC beaucoup plus importante qu'ailleurs. Et là, nos enquêtes de terrain ont montré que finalement, comme dans le commerce, donc c'est un contexte concurrentiel marqué par une guerre des prix, donc des tensions très fortes. Et donc les adhérents de l'unique organisation patronale qui est la Fédération du commerce et de la distribution, donc ces adhérents, c'est essentiellement les enseignes qui relèvent du commerce intégré, voient dans la négociation de branche comme vraiment un moyen d'éviter le dumping social de la part des enseignes non adhérentes qui, elles, relèvent du commerce indépendant, comme Leclerc. Et donc, lorsqu'un accord salarial est conclu au niveau de la branche, la stratégie, c'est de demander l'extension rapide afin qu'il s'applique à toutes les entreprises du secteur, y compris les non-adhérentes, et ainsi limiter les risques de moins-disant salarial. J'en viens à un troisième profil que l'on a identifié, où là, c'est des secteurs où la branche peut vraiment apparaître comme une référence plus lointaine. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne sert à rien. Elle va être mobilisée dans notamment la construction par exemple des classifications d'entreprises, etc. Mais ce sont des secteurs où les négociations de branche sont moins déterminantes dans la définition des conditions d'emploi et de travail. Mais voilà, elle reste quand même présente, notamment en ce qui concerne la revalorisation des salaires. Et ça, on l'a observé essentiellement, donc d'après l'enquête réponse, dans les secteurs de la métallurgie et du BTP. Et ces branches ont pour point commun donc, de regrouper des établissements qui sont fréquemment insérés dans des réseaux d'entreprises, sans en être pour autant la tête, donc en tant que filiale par exemple, ou dans des réseaux de sous-traitance. Alors, les conditions d'emploi et de travail sont, bien sûr, elles peuvent être dégradées, notamment chez les salariés des sous-traitants, mais elles sont relativement meilleures que celles observées dans les deux profils précédents, notamment les salariés du commerce ou ceux du secteur sanitaire et social. On constate également que la part des salaires au voisinage du SMIC est plus faible qu'en moyenne nationale, avec des salaires même moyens plus élevés. Donc ici, en fait, le poids modéré plus de la branche s'explique en partie par les liens économiques et organisationnels qui finalement ne laissent qu'un rôle secondaire aux négociations d'entreprises et de branches. C'est ce qu'on avait notamment eu l'occasion d'observer chez un constructeur automobile avec ma collègue Héloïse Petit et Nicolas Castel. Enfin, dernier profil que l'on a identifié, donc là c'est typiquement des secteurs où les entreprises font peu référence aux accords de branche, ni même aux accords d'entreprise, on négocie moins que la moyenne en entreprise et au niveau de la branche. Et là, la branche apparaît plutôt comme un centre de ressources. On l'a observé dans des secteurs, donc essentiellement celui des bureaux d'études et du commerce de gros, import-export.
Et donc là, la faible prégnance du rôle de la branche s'explique avant tout par le profil des salariés. Donc des cadres, près de 80% des salariés sont cadres ou professions intermédiaires dans les bureaux d'études, des jeunes, des salaires nets donc plus élevés que la moyenne. D'ailleurs, la proportion des salariés qui perçoivent un salaire supérieur à 3 fois le SMIC y est particulièrement élevée dans ces secteurs. Et nos enquêtes de terrain montrent que finalement, dans le bureau d'études, par exemple, les salariés bénéficient d'un contexte d'emploi, d'une dynamique d'emploi plutôt porteuse. Ils parviennent à obtenir des avancées en passant d'une mission à l'autre, en passant d'une entreprise prestataire à l'autre, ce qui fait que la négociation de branche ou d'entreprise, finalement, n'est pas vraiment porteuse d'enjeux. Mais dans ce contexte, les acteurs de la branche vont adopter quand même une posture pas régulatrice, mais au moins accompagnatrice par des accords qui vont produire de la soft law qui ne s'imposent pas forcément aux entreprises. Donc j'en viens à ma conclusion. Donc voilà, on a observé donc, des pratiques d'entreprise entre 2014 et 2020. Ce qu'on voit, c'est que en dépit des réformes qui visent à pousser, à un basculement de la branche vers l'entreprise, on a quand même un rôle toujours présent de la branche, et c'est un rôle qui est finalement... on a une diversité du rôle de la branche, filet de sécurité pour les uns, barrière anti-dumping pour les autres, espace de ressources pour le plus grand nombre. Alors en effet, les ordonnances de 2017 ont juridiquement affaibli le pouvoir normatif des branches, notamment par la redéfinition des domaines de compétences dévolus à la branche et à l'entreprise en matière de négociation collective, mais aussi parce que depuis les ordonnances, la Direction générale du travail peut refuser d'étendre un accord pour des motifs d'intérêt public et notamment atteinte à la libre concurrence. Mais en même temps, jusqu'en 2020, on observe quand même une certaine résistance face aux ordonnances, même si à l'époque les employeurs n'excluaient pas de se saisir des opportunités offertes par les ordonnances. Et je citerai un exemple, c'est l'exemple de la bataille juridique menée dans le commerce. Bataille juridique qui a été menée en 2020 suite au refus de la DGT d'étendre les accords salariaux de 2018 et de 2019, puisque les acteurs patronaux et syndicaux avaient cherché à préserver des primes inscrites de longue date dans la convention collective, notamment la rémunération du temps de pause et l'équivalent d'un 13e mois dans les minima salariaux. Donc la DGT avait refusé cette interprétation. Les acteurs patronaux et syndicaux ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. Ils ont finalement obtenu gain de cause en 2021. Alors que ce sont des éléments de salaire sur lesquels les entreprises avaient la possibilité de déroger jusqu'à présent. Enfin, depuis les ordonnances, pardon. Deuxième point de conclusion, c'est, en effet, on l'a vu, un rôle de filet de sécurité pour un grand nombre de salariés, notamment les salariés les plus précaires, donc c'est la moitié des salariés qui sont dans des secteurs où les conditions de travail sont plutôt dégradées. Et en même temps, dans le contexte actuel, on ne peut pas limiter le rôle des branches à ce rôle de filet de sécurité. Il y a plein d'autres thèmes qui peuvent être négociés, et cela a d'autant plus d'importance que ces réformes qui visent à déplacer la négociation collective au niveau de l'entreprise, finalement, même si le nombre d'accords a fortement progressé depuis le début des années 80, ça ne s'est pas traduit par une généralisation de la pratique de négociation. Là, je citerai les derniers chiffres de la DARES du ministère du Travail. En 2021, 18% des entreprises de 10 salariés ou plus avaient engagé une négociation, quel que soit le thème. Ça représente certes 60% des salariés, mais 40% des salariés ne sont pas concernés par une négociation collective d'entreprise, d'où l'importance des branches, là où le dialogue social n'existe pas, et aussi là où les négociations peuvent aboutir à des compromis de plus en plus déséquilibrés, ce que montrent des enquêtes récentes menées par Baptiste Giraud et Camille Signoretto.
Je m'arrêterai là. Alors, juste quelques mots avant de passer la parole aux deux interventions syndicales. En préparation de la journée, je proposais aux différents intervenants d'aborder trois thèmes en particulier autour de cette question des négociations autour du travail, puisqu'elles font fréquemment l'actualité, et encore ces dernières semaines, par exemple, avec la négociation d'un accord à la SNCF sur le départ en retraite qui a, malgré les incitations à la conclusion d'accords d'entreprise, qui a déclenché la colère du gouvernement parce que ça ne correspondait pas exactement au sens dans lequel il voulait aller. Donc on a, autour des négociations sur le travail et de ce qu'on appelle désormais le dialogue social, des injonctions en partie contradictoires, et donc une question de savoir de quelle nature sont ces négociations-là. Est-ce qu'il s'agit d'un dialogue entre partenaires sociaux ou pour reprendre une définition que je trouve intéressante du psychosociologue Pierre Gauguelin, il parle de la négociation comme d'un état transitoire de paix apparente dans un continuum de conflits. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas, ou est-ce qu'il y a eu une mutation de la négociation autour du travail? Un deuxième axe on l'abordait ce matin, les mutations du compromis fordiste. Est-ce qu'on est toujours dans le cadre d'une prérogative patronale sur l'organisation du travail en échange d'une redistribution des gains de productivité sous forme d'augmentation de salaire, ou est-ce qu'il ne reste plus qu'un des deux aspects, et du coup, est-ce qu'il faudrait plus parler de compromis fordiste ou d'hégémonie patronale, pour reprendre les termes de Baptiste Giraud et de Camille Signoretto? Et du coup, troisième question sur le dialogue social lui-même. On a des analyses très très divergentes sur la question. Selon les travaux, on peut parler de concessions mutuelles ou de mise en conformité légale pour les entreprises, comme moyen même d'obtenir des dérogations pour pouvoir faire autrement que le cadre général prévu par la loi. Dans certains travaux, je crois même dans les vôtres, on en parle comme d'un intermédiaire de l'action publique, ou d'un renforcement du pouvoir patronal. Donc on a vraiment toute une palette d'interprétations très contradictoires. Donc voilà, quelle est, à votre avis, la réalité des pratiques, pas simplement des incitations publiques, mais des pratiques du dialogue social aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut commencer. On répond trois en même temps ou dans une... Vous êtes absolument libre. Une intervention syndicale. Oui, c'est ça. Ah, ok. C'était à vous deux d'intervenir. Tu veux commencer? Oui. Alors, merci beaucoup déjà pour ces résultats que vous avez présentés et qui sont vraiment totalement en phase avec notre constat syndical. Vos travaux portent sur l'ensemble des travailleurs salariés publics, privés. Moi, c'est sur la fonction publique que je vais faire un petit peu plus un focus aujourd'hui. On en parle beaucoup du travail dans la fonction publique dernièrement, avec un ministre qui a eu des prises de parole politiques et polémiques. Je parle du ministre Guérini. Et il n'y a pas tant que ça d'études académiques qui portent sur les conditions de travail dans la fonction publique, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas forcément très envie de financer des études qui porteraient sur les conditions de travail en son sein. Mais on retrouve exactement les mêmes constats problématiques sur l'organisation et les conditions de travail. Alors notre constat, c'est évidemment une insatisfaction salariale, particulièrement en période d'inflation, ça ne surprendra personne, mais il y a un nouveau paradigme qui émerge et qui se renforce depuis peu, qui est que les conditions d'emploi, c'est-à-dire le salaire et la stabilité de l'emploi n'est pas une problématique majeure dans la fonction publique, quoique, mais ces conditions d'emploi n'éludent plus les conditions de travail. C'est-à-dire que même si le salaire s'améliorait, ça ne compenserait pas la question des mauvaises conditions de travail, de la mauvaise organisation du travail, de la mauvaise qualité de vie au travail. En gros, ça se traduit par un ressenti qui serait « mais franchement, moi je ne me vois pas faire ça jusqu'à la retraite. Pas comme ça, pas dans ces conditions-là. » Et évidemment, avec l'allongement, avec la réforme des retraites et l'allongement de la durée du travail, l'allongement des carrières, ça ne fait que se renforcer.
Alors en cause, il y a quoi? Il y a la charge de travail, forcément, qui devient plus importante dans la mesure où il y a une restriction du nombre d'agents pour le même travail. Et il y a le rythme. On est dans le travail pressé, on est dans le travail urgent, toujours l'urgence, sans capacité de hiérarchisation. On est dans le manque d'autonomie. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très vertical qui caractérise l'administration, mais dont elle n'arrive pas à se défaire même quand ça n'est pas nécessaire. Voilà, c'est-à-dire qu'elle arrive à mettre en posture d'exécutant, y compris ses cadres, à tous les échelons. Donc un management très vertical, très descendant. À ça s'ajoutent des réformes successives au gré des changements, pas des politiques, des hommes politiques, même plus que des politiques eux-mêmes, qui chacun, pour une question d'ego ou autre, se trouve le moyen de faire sa petite réforme, mais qui s'empile aux précédentes sans qu'il y ait eu le moindre temps pour faire un bilan, et pour en tirer les conclusions, et pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, et ce qu'on peut améliorer. Et j'ajouterai, depuis l'ère macroniste, la question des consignes, de la communication, de la manière dont sont communiquées les consignes de travail. Je ne sais pas si... tout à l'heure, on parlait du lien hiérarchique, mais alors là, avec Jupiter, le lien hiérarchique, il est vraiment... je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les métiers de l'éducation nationale, on a 3 ministres, on a la fausse, Madame Belloubet, et puis on a le presque, Monsieur Attal, et on a le vrai qui est Monsieur Macron, sans parler de Madame Macron. Donc en fait, tout ce petit monde-là, ça fait beaucoup, et finalement, les personnels ont leurs consignes de travail pour le lundi dans la communication, dans l'article du JDD du dimanche. Voilà. Donc ça implique évidemment qu'on travaille le dimanche, alors le JDD n'est pas encore considéré comme un outil de travail, donc l'abonnement ne nous est pas fourni, mais la réalité c'est que c'est comme ça que ça se passe. Au début on a pensé que c'était une caractéristique Blanquer, mais bon, ça continue et ça se renforce. Donc tout ça, ça entraîne quoi? Ça entraîne une usure psychologique, une usure du travail qui est essentiellement une usure psychologique, une usure de l'engagement, une grande désillusion. Ça entraîne aussi une augmentation très nette des RPS. Par exemple, aujourd'hui, dans les métiers d'éducation, les RPS, c'est la première cause de signalement dans les UR. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ans. Et une perte de sens. C'est-à-dire, on m'empile des choses. Je ne comprends pas pourquoi on me met dans des situations aussi difficiles. J'ai beau faire du mieux que je peux. Je ne peux pas arriver à faire tout ce qu'on me demande de faire, c'est impossible, et on m'en demande toujours plus. Donc, et cette perte de sens, on note un décrochement net chez les cadres, là, particulièrement cette année. C'est la première fois qu'on constate ça. On a un baromètre, à l'UNSA, on a un baromètre des métiers de l'éducation depuis 12 ans, et on pose les mêmes questions, enfin, pour la moitié des questions sont les mêmes questions depuis 12 ans, et là, pour la première fois, dans le sens, dans la capacité à continuer, on voit un net décrochement chez les cadres. Donc finalement, la seule chose qui retient dans l'emploi, on sait qu'on ne va pas dans la fonction publique pour gagner de l'argent. C'est rarement le cas, ou alors c'est qu'on a été mal informé. C'est en général quand même le sens du service public, le goût des missions, voilà, l'amour du métier, j'ai envie de dire. Les emplois de la fonction publique ne sont pas des emplois comme les autres. Et donc finalement, la seule chose qui peut raccrocher, c'est encore ça. Et si on casse ça, si on atteint ça, si on égratigne ça, il ne reste plus grand-chose. Et aujourd'hui, on fait le constat partagé d'une fonction publique qui est en perte d'attractivité. Et il n'y a pas que la question de l'emploi. Ce n'est pas que la question qu'il y a du chômage ou pas du chômage. C'est une question de travail. La fonction publique n'arrive plus à recruter, il y a une désaffection des concours, sans compter que quand le premier responsable, le plus haut responsable hiérarchique, qui est le ministre de la fonction publique, fait lui-même du fonctionnaire bashing, c'est rare que ça motive. Il réussit quand même le tour de force à communiquer sur la nécessité de légiférer sur le fait de pouvoir licencier des fonctionnaires qui ne feraient pas bien ou pas assez leur travail
alors que cette possibilité existe déjà, et que quand même la première préoccupation de la fonction publique aujourd'hui, c'est pas de licencier, c'est de recruter. Donc aujourd'hui, le constat, c'est qu'il n'y a plus grand monde qui veut être agent public, et que c'est directement lié au travail. Avec un double flux négatif, on a de moins en moins de candidats pour y entrer, de moins en moins de candidats au concours, donc des postes qui ne sont pas pourvus. À tel point que j'ai encore vu un article il y a 15 jours qui disait il faut aller trouver des profs retraités, comme si ils allaient avoir envie de revenir, quoi. Et puis un flux sortant, et ça c'est aussi nouveau, un flux sortant hors retraite, un flux sortant de demandes de démission, de demandes de rupture conventionnelle, une disponibilité sans salaire. Si la démission et la rupture sont refusées, en fait tout est bon pour quitter un endroit où on travaille si mal, au sens des conditions de travail. Donc on quitte l'emploi pour des questions qui sont liées au travail. Alors là-dedans, la négociation et le dialogue social, j'ai envie de dire, c'est un dialogue social de façade. Depuis les ordonnances Macron que tu évoquais, Noélie, depuis les ordonnances Macron dans le privé et son pendant dans le public, qui est la loi de transformation de la fonction publique, eh bien on a eu les CHSCT qui ont disparu au détriment d'instances, les F3SCT qui n'ont plus le même fonctionnement, n'ont plus le même pouvoir de formation, qui reposent sur les mêmes collègues qui doivent assurer à la fois en CSA ou CSE et en F3S. Des CAP dont on nous avait promis qu'il était quand même un lieu de dialogue social et un lieu de partage d'expertise. Tout à l'heure, Jérôme, tu parlais d'expertise. C'était un lieu de partage d'expertise qui était utile tant au ministère qu'aux collègues. Et le ministre de la fonction publique avait promis de ne pas supprimer les CAP. Il ne les a pas supprimés, il les a vidés de leur contenu. Aujourd'hui, on nous promet d'ailleurs de ne pas supprimer le statut. Vous comprendrez pourquoi il y a une petite méfiance. Tout ça au motif annoncé d'apporter plus de fluidité et plus de transparence. Le fait est que si on faisait un bilan, notre bilan, puisqu'il n'a pas été fait par le gouvernement, notre bilan, c'est que ça aboutit exactement à l'inverse. Et aujourd'hui, on nous ressort les mêmes arguments. Donc aujourd'hui, finalement, il y a tellement plus de dialogue que la seule possibilité qui reste à l'agent lorsqu'il est face à une décision qui lui tombe dessus, c'est de faire un recours au tribunal administratif. Donc, comme dialogue, dans le dialogue professionnel, on fait mieux. Et d'ailleurs, le dialogue social, là où il y en a encore un peu, ce n'en est pas un, puisque même si les représentants des OS apportent un avis négatif ou font des propositions pour améliorer un amendement, ils ne sont pas retenus. Donc en fait, c'est vraiment de forme. Donc les collègues ne sont jamais sollicités sur ce qu'on pourrait appeler des deux leviers de motivation, d'une part des salaires, évidemment il n'y a pas de négociation là-dessus, et d'autre part le cœur du travail qui est son organisation, ses conditions d'exercice et son sens. Alors, j'apporterai quand même, j'ai pas eu droit à la petite feuille, j'en suis à combien là? C'est la première... c'est le premier avertissement. Voilà, c'est ça. Je ne les ai pas utilisés ce moment-là. C'est comme à l'école, et après... C'est comme à l'école, attention, après il y a l'exclusion. C'est le carton jaune, je me dépêche avant d'être mis sur la touche. Le seul point positif, il faut quand même le dire, c'est la création de la négociation collective dans la fonction publique, dans les textes. Depuis 2021, c'est devenu possible, y compris d'avoir des négociations collectives dans la fonction publique sur les conditions et la qualité de vie au travail, l'organisation du travail. Ça aboutit à quelques progrès, notamment l'accord télétravail. Mais, vous vous doutez bien que c'était trop beau, c'est quand même très très déséquilibré. Et les deux seules fois où le gouvernement propose une négociation sur la QPCT, c'est pile poil, le hasard sans doute, le moment où, par ailleurs, elle met en parallèle des restrictions budgétaires. Donc le climat est tellement tendu que, évidemment, ça capote dès le départ. Donc le gouvernement, l'employeur, se propose de mettre quelque chose en place au moment où il sait que ça ne va pas marcher. Ça lui permet de dire qu'il l'a proposé.
D'ailleurs, au risque de désespérer, Jérôme, la directrice, au début de la dernière séance, la directrice de l'administration générale de la fonction publique nous a dit, je pense qu'elle venait de le découvrir parce qu'elle avait l'air tellement contente d'elle, elle a dit, mais je voudrais vous parler de quelque chose de nouveau, c'est le Lean. Et quand elle a vu nos têtes, elle s'est dit, oh purée, ces syndicats, ils sont vraiment jamais contents, ils sont jamais prêts à la nouveauté, je leur propose une innovation, déjà ils font la gueule. Et du coup, ne comprenant pas, elle a essayé d'argumenter, de dire, mais vous savez, pour ceux qui vont quand même loin dans des archives et qui portent des documents, ça peut quand même leur faciliter les choses et tout sera plus près. Bon, puis après, voyant que ça marchait pas, elle s'est dit, j'essaye même plus avec eux, quoi. Donc, il faut dire que c'est un paquebot qui avance quand même très lentement. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est de s'appuyer sur l'expertise de celles et ceux qui ont eu. Ça permet de retrouver des espaces-temps pour discuter du travail. Ça permet la détection par l'employeur des signaux faibles, des signaux RPS, précurseurs de RPS, ou des signaux de dysfonctionnement. Et qu'il y ait une logique collective, et surtout que cette négociation, elle se fasse avec toute la chaîne, c'est-à-dire l'amont et l'aval des missions de chacun. Parce que c'est comme ça qu'on comprend. Je prends notamment l'exemple des logiciels, il faut absolument mettre dans la même salle les concepteurs et les futurs utilisateurs, si on veut que ça fonctionne, sinon ça aboutit à des catastrophes, et c'est ce qu'on voit. Pas pour un logiciel, mais à chaque logiciel. Donc au bout d'un moment, on se dit, c'est même plus, on sait que ça va aboutir à ça. Donc voilà, ne pas contourner les corps intermédiaires qui ont la légitimité pour représenter les collègues. Et voilà, je vois que d'une manière très délicate, tu me mets le... Donc j'ai 3 minutes 49 de trop. Et donc une logique collective pour appréhender les problématiques de manière globale et surtout avoir une approche collective des solutions. Je vous remercie. Charles Parmentier pour la CFDT. Ok, merci. Je ne savais pas qu'on risquait les avertissements. J'ai 10 minutes. Ah bah il y a une horloge là. Ouais. Enfin, vous me ferez signe. J'ai essayé d'aborder les 3 thèmes et les 3 questions que vous avez posées. En parlant dernier, il y a beaucoup d'échos qui vont être faits à ce qui a déjà été dit. Sur le premier point, les spécificités de la négociation autour du travail, le dialogue social autour du travail ou des questions de travail, ce qui paraît important, et finalement Véronique vient de l'aborder, c'est que quand on distingue bien le travail des questions d'emploi et de rémunération, on arrive sur un autre champ qui est complètement différent, qui n'est pas forcément habituel et qui est malheureusement souvent réduit dans le champ du dialogue social aux questions soit de santé au travail, qui sont très importantes et c'est très bien, ou de conditions de travail au sens restreint liées aux conditions matérielles, voire aux périphériques du travail. Mais on voit bien que si on prend le travail comme étant l'activité au sens large, c'est-à-dire comment on fait son travail, avec toutes les questions que ça pose d'organisation, de répartition des responsabilités, des modalités, des processus, on peut aller jusqu'au choix des fournisseurs, ainsi de suite, enfin, tout ce qui constitue le cœur de l'activité de travail, mais aussi sur le sens de ce qu'on produit. Ça c'est intéressant parce qu'on pose souvent la question du travail en tant qu'activité, mais aussi le travail en tant que production. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ça pose la question du sens au travail. Et aujourd'hui, les travailleurs s'interrogent sur la nature du pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit, et notamment les impacts de l'activité sur l'environnement, bien sûr, mais aussi la société. Alors, quand on a dit ça, quand on dit que le travail c'est tout ça, évidemment, il y a quand même un gros problème. C'est que là, avec les interlocuteurs qui sont en face de nous, en tout cas la partie patronale, c'est qu'on touche au cœur de ce qu'ils considèrent comme étant historiquement les prérogatives de l'employeur. Alors il y a quelques concessions qui sont faites parfois quand on parle d'organisation du travail, c'est ah oui, le temps de travail. Alors là, on veut bien discuter éventuellement de la semaine de 4 jours ou des horaires. Ça, c'est l'organe du travail. On a du mal d'aller beaucoup plus loin, et on l'a vu récemment dans le cadre de la négociation sur le pacte de la vie au travail. Même si on essaye de parler des conditions de travail comme étant des facteurs d'usure qui potentiellement posent des questions de maintien en emploi et donc de pouvoir travailler plus longtemps, notamment suite à la réforme des retraites, et ben on voit là très difficile de pouvoir discuter de ces questions-là, et il y a très très peu d'ouverture du côté patronal. Modulo, j'allais dire, le contexte interprofessionnel, il peut y avoir évidemment des configurations qui sont différentes dans les branches et aussi dans les entreprises. Ça, c'est déjà une première spécificité limite qui est posée.
Ensuite, en plus de ça, c'est quand même pas une habitude pour les acteurs du dialogue social en tant que tel, les acteurs syndicaux que nous sommes finalement, de parler ou de négocier le travail. Ça suppose un apprentissage, Jérôme l'a un petit peu évoqué, et ça suppose notamment de savoir ou de pouvoir alterner les postures de conflictualité qui sont nécessaires quand il y a de la négo, et de celles de coopération, à un moment donné, qui sont aussi nécessaires quand il y a des projets de transformation et quand on veut discuter de travail. On est encore loin de ça en France, et ça pose pas mal de problèmes. Et puis le troisième point par rapport aux spécificités de la négociation sur le travail, je dirais, et tu l'as aussi évoqué Jérôme, c'est la question de la légitimité à négocier le travail de la part des acteurs syndicaux. Et ça, c'est pas évident. Alors nous, on aime bien porter la question de la maîtrise d'usage. On dit qu'il y a la maîtrise d'ouvrage, il y a des décideurs qui décident. Il y a la maîtrise d'œuvre, il y a ceux qui mettent en œuvre les projets, mais au même titre et au moins au même niveau, il y a la maîtrise d'usage des travailleurs, qui sont experts du travail qu'ils font. Et à ce titre-là, ils sont tout à fait légitimes, les travailleurs, mais aussi leurs représentants, à donner leur point de vue sur un certain nombre de décisions. Et souvent, nous, ce qu'on essaye de faire comprendre aux militants, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient les experts des processus ou des transformations qui sont en cours ou des stratégies, mais eux, en revanche, ils sont experts des impacts que ça a sur leur activité et leur travail. Et en ce sens, ils sont complètement légitimes à pouvoir en parler. Et pour nous, ça doit s'appuyer sur ce qu'on appelle le dialogue professionnel, qui vient en complément du dialogue social. Les acteurs syndicaux doivent pouvoir s'appuyer sur les travailleurs. Les acteurs syndicaux, en tout cas les élus, peuvent tirer leur légitimité de l'élection et du mandat. Les travailleurs tirent leur légitimité de l'expertise du travail, et donc il est important de pouvoir articuler ces deux formes de négociation, presque de dialogue social, que sont le dialogue professionnel et le dialogue social institué. Voilà, alors ça c'est pour répondre répondre à la première question sur les spécificités. Alors après, Gabriel a évoqué l'évolution du compromis fordiste, mais là il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce qui change en ce moment dans les relations de travail. Bon, je vais relever quelques éléments majeurs, mais qui ont déjà été dits. Le premier sur la dimension économique. Déjà, rien que là, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travailleurs qui pensent et qui légitimement pensent qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérés, d'une part pour l'activité qu'ils font, ou tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens de bien vivre de leur travail. Donc ça pose déjà un premier problème, j'allais dire, dans les compromis productifs. Le deuxième point, c'est que tous les travailleurs n'ont pas toujours les moyens de bien faire leur travail. Ça, on l'a évoqué, en matériel, en temps, en autonomie, et ainsi de suite. Et en plus, ils se posent des questions, comme on l'a dit, sur les finalités de leur travail, quel est le sens de ce que je fais. Il y a eu l'émergence de la question des bullshit jobs, mais plus largement aussi, on a vu sur ces jeunes diplômés qui refusent d'exercer les activités pour lesquelles ils ont été formés, parce que ça n'a pas de sens au regard des impacts que ça a. Et puis il y a d'autres éléments qui paraissent importants. Il y a aussi toute l'individualisation de la gestion des ressources humaines et de la gestion de la performance dans l'entreprise, petit à petit, où finalement, depuis plusieurs décennies, les employeurs ont contourné potentiellement les collectifs qui existaient et individualisé la gestion des ressources humaines, qui petit à petit efface les cadres collectifs dans lesquels les travailleurs peuvent donner du sens à ce qu'ils font. Et puis aussi, ça a été évoqué, il y a toute la question, c'est des sujets sur lesquels je travaille, de numérisation, et j'allais dire de datafication du travail, où on essaye de faire rentrer dans des logiciels, dans des algorithmes, le travail. Ça pose de nombreuses questions, et notamment celle qui est liée au fait que quand on traduit le travail en données, on est beaucoup sur le travail prescrit, mais pas du tout sur le travail réel. Et que tous ces systèmes-là, numériques ou algorithmiques, ils ne peuvent pas traduire la complexité, les nuances de ce qui fait le sens du travail et de ce qu'est le travail. Et ça pose un certain nombre de problèmes que vous avez évoqués. Sans compter le fait que le déploiement de ces outils ne soit pas discuté et ni expérimenté, mais j'y reviendrai peut-être sur la question du dialogue social. Donc de manière générale, je crois qu'il y a un sentiment aussi global que les transformations du monde du travail sont plutôt subies que choisies. Et je pense que les travailleurs, de manière générale, ont besoin d'avoir le sentiment de pouvoir reprendre la main sur les choses qui nous concernent, et ils en ont un peu marre qu'on décide à leur place. Et on m'a fait rire tout à l'heure avec l'exemple de l'éducation nationale qui va de Macron à Brigitte Macron et au journal du dimanche, mais je pense que ça pourrait effectivement être appliqué à beaucoup de contextes. Est-ce que j'ai mon avertissement? Il me reste 2 minutes. 3. Bon, alors, je terminerai sur la question du dialogue social aujourd'hui, mais le dialogue social en tout cas sur le travail, sur le travail comme ça a été évoqué. Alors, on peut faire un constat, c'est que de manière générale, si on prend le dialogue social formalisé,
au sens d'accord, ce qu'on peut lire dans les accords aux différents niveaux, c'est qu'il est quand même très pauvre dans le contenu et on a vraiment du mal de faire du dialogue social quand on négocie des éléments sur le travail tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Alors, quelques difficultés au-delà de tout ce qu'on a dit. Il y a déjà des difficultés de forme ou de moyens sur les moyens du dialogue social depuis les ordonnances de 2017, aussi sur la mission des instances. Et puis des difficultés de fond. Il y a déjà le fait que souvent les projets, enfin les transformations des entreprises, mais aussi des administrations sont abordées de manière très technique dans le dialogue social et pas du tout opérationnel. On parlait de prendre prise en compte du point de vue du travail, il faudrait avoir une espèce de pragmatique du travail quand on en parle en égo. Le problème des prérogatives de l'employeur dont on a parlé tout à l'heure, et on se rend compte, alors on le voit bien par exemple sur les outils numériques, sur les systèmes algorithmiques ou sur ces différents types d'outils, souvent les changements d'outils ou les changements techniques, ils sont liés à des orientations stratégiques, des modèles économiques que finalement les employeurs n'ont pas envie de discuter. Et donc du coup, on donne une dimension purement technique au changement, ce qui fait qu'on ne discute pas ni leur implication sur le travail, ni leur implication sur la stratégie et les modèles économiques. Il ne faut pas nier non plus le manque de formation des acteurs du dialogue social, je vais dire au sens large, les managers pour parler du travail, les directions, les représentants des organisations patronales et bien entendu les acteurs syndicaux. Ça, c'est notre rôle. On n'a pas non plus la culture de l'expérimentation, mais qui n'est pas prévue en droit, mais cette idée du droit à l'erreur. Alors, je ne sais pas si non plus en Suède, mais en tout cas en France, on n'a pas le droit de se tromper. Je pense notamment aux relations managériales. On a du mal de dire qu'on s'est trompé, on a du mal de revenir en arrière. Il y a des éléments culturels qui sont aussi à travailler. Et puis enfin, quand les travailleurs, les rares fois où ils sont consultés, et bien souvent, effectivement, les syndicats sont parfois contournés parce qu'ils sont considérés comme des empêcheurs de tourner en rond. Alors, ce qu'on porte quand même, parce qu'on n'a pas perdu tout espoir de pouvoir changer les choses, premièrement, c'est de renforcer le dialogue social de proximité qui a été très affecté par les ordonnances de 2017 et la mise en œuvre dans le cadre de la négociation n'a pas du tout été à la hauteur de ce qui était prévu. Développer le dialogue professionnel, comme on l'a dit, mais ça suppose de former les acteurs et cette expertise pour pouvoir parler du travail. Parfois, Jérôme a parlé des ressources institutionnelles, peut-être qu'il faut aussi faire évoluer le droit, revoir les missions des instances telles qu'elles sont prévues, pouvoir prévoir des dispositifs d'expérimentation. Et puis mettre le travail au cœur du dialogue social dans différents sujets, je pense au numérique, la transition écologique, les questions d'articulation des temps, à chaque fois c'est des bonnes occasions de parler du travail, des impacts sur le travail. On a plein d'exemples à donner, mais j'ai pas le temps. Et puis, dernier point, pour faire écho à la présentation qui a été faite tout à l'heure, il y a aussi peut-être un rôle dans l'interpro, au niveau des branches et autres, à pouvoir justement poser des cadres, de parler du rôle de la branche accompagnatrice. Et là, il pourrait aussi y avoir des initiatives plus sectorielles qui permettent de poser des cadres pour qu'on puisse parler et négocier le travail dans les entreprises et aussi dans les administrations. Voilà. Merci.